Et donc, cet atelier devait prendre place dans le cadre du Sommet des Forces fraîches. Et donc, on a la chance aujourd'hui de pouvoir le reprendre grâce à la générosité de Maître Thérien et Maître Ferland. Donc, Maître Thérien, la parole est à vous. Merci, David. Tout d'abord, évidemment, un gros merci à toi, David, de nous permettre, de nous donner cette opportunité-là de présenter l'outil que sont les fiducies d'utilité sociale. Je salue également la présence de collègues de travail, amis, etc., dans les participants. Un petit mot sur le projet d'église, vu que tu m'en donnes l'occasion. C'est un projet sur lequel je travaille. C'est la requalification de l'église Saint-Clément de Viauville dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc, on veut le reconvertir en projet communautaire là, pour le bénéfice de la communauté de Viauville et d'Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Donc, voilà. Merci également à David pour les présentations. Évidemment, François, si tu veux dire un petit mot tout de suite, tu es le bienvenu. Évidemment, on va jaser un petit peu après. Donc, je te laisse une petite... je te laisse la parole rapidement. Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureux de me retrouver avec vous. Écoutez, moi, ce que je disais à Émilie, parce qu'Émilie me disait, on va faire une activité qui va être faite plutôt sur la base je vais appeler ça une conversation, et non pas un exposé théorique là, du droit des fiducies d'utilité sociale. C'est vraiment dans cet angle-là, de cette manière-là que j'aimerais qu'on procède. Oui, on va expliquer un peu, on va donner des exemples, on va essayer de simplifier cette structure, puis surtout de comprendre son intérêt selon le type de projet. Mais j'aimerais que rapidement, on puisse passer en mode échange avec vous, répondre aux questions. Pour moi, c'est 34 ans que je suis chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, puis j'ai toujours compris que la partie échange avec les étudiants était la plus utile parce qu'on va là où on a un intérêt réel. Donc, je pense qu'Émilie va être comme l'intervieweur, l'animatrice. Puis, on a bâti un petit plan de présentation. Donc, je te laisse aller, Émilie. Parfait, merci. Oui, évidemment, on a beau dire que ça va être une conversation. Il faut quand même partir sur des bases, somme toute, assez égales pour tout le monde. Donc, on a préparé une petite présentation là, que je vais passer quand même assez rapidement là, pour justement pouvoir vous présenter qu'est-ce que c'est une fiducie d'utilité sociale, essayer de vous expliquer le tout de la manière la plus claire possible sans trop tomber dans notre langue technique juridique. Là. Donc, dans le plan de l'atelier, donc on va parler des fiducies, la discussion avec François, puis des échanges avec les participants. Donc, alors, qu'est-ce qu'une fiducie d'utilité sociale? Là, je vous avertis, je vous mets au défi de prononcer ces mots-là de manière claire, rapidement, 3 fois devant votre miroir, sans vous tromper. Fait que pour l'instant, moi, je vais soit dire fiducie, soit FUS. Donc, ça va épargner beaucoup beaucoup de dommages à vos oreilles. Donc, voilà. Donc, l'origine des fiducies remonte, dans le fond, pour celle d'utilité sociale, à la refonte du Code civil du Québec qui a été faite en 1994. Et à ce moment-là, il y a des articles qui ont été introduits dans le nouveau Code relativement à la fiducie d'utilité sociale. Bon, finalement, je le dis au complet, mais bref. Et c'est inspiré notamment du droit civil germanique. Je n'irai pas plus loin que ça à ce niveau-là. Donc, l'article 1270 qui dit la fiducie d'utilité sociale est celle qui est constituée dans un but d'intérêt général, donc notamment à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique, n'a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d'exploiter une entreprise. C'est sûr que si on voit le fait que ça ne peut pas exploiter une entreprise, ça peut faire peur. Je vous rassure, on peut exploiter une entreprise via une fiducie dans la mesure où les activités d'entreprise sont accessoires aux bénéfices disons, de la mission de la fiducie. Mais on va y revenir. Donc, une FUS, ça se crée par le transfert d'un bien du patrimoine d'une personne à un autre patrimoine créé par cette personne-là qui sera affecté au bénéfice d'une mission
Donc, son utilité sociale est administrée par des fiduciaires. Le tout est constaté dans un acte de fiducie qui cristallise sa création. Donc, c'est ce qu'on appelle un patrimoine distinct. Donc, chaque personne dispose d'un patrimoine. Là, c'est comme si on prenait le bien et on le mettait dans un patrimoine qui n'a pas de propriétaire et qui est affecté à une mission particulière, donc son utilité sociale. Et ce patrimoine-là et la mission sont protégés et administrés par des fiduciaires, le tout au bénéfice de la collectivité, donc de l'intérêt général. Ça, c'est une distinction fondamentale là, entre une fiducie d'utilité sociale et des entités comme des OBNL, des coops, des sociétés par action. C'est-à-dire qu'une fiducie, c'est vraiment un patrimoine, comme on dit, qui appartient à personne en tant que tel, tandis que des OBNL, coop, sociétés par action, on parle plus de personnes morales qui détiennent un patrimoine. Donc, voilà. Comme on disait, une fiducie est créée par un acte constitutif. Donc, dans l'acte, il y a toutes sortes de choses. Là. On a quelques éléments ici, là, le nom, le patrimoine, la mission, ce qui est très important dans le fond. C'est ce qui va permettre l'interprétation de tout l'acte. La durée, qui est le constituant, donc la personne qui transfère le bien dans le patrimoine, qui sont les fiduciaires, donc dans le fond, les gens qui, comme disons, un conseil d'administration des administrateurs vont s'occuper d'administrer la fiducie. Les bénéficiaires, dans le fond, ça peut être des groupes ou la collectivité. Ce n'est pas fait pour le bénéfice d'une seule personne. Et ensuite, il y a des règles de gouvernance, comme par exemple la manière que les fiduciaires vont se rencontrer, etc. C'est via un conseil de fiduciaires, donc il y a toutes sortes de règles à ce niveau-là. Donc, les avantages d'une fiducie, c'est qu'en fait, les règles sont assez flexibles. Elles ont moins de contraintes que des OBNL ou des coopératives parce que les OBNL et coopératives sont régies par des lois spécifiques. Ici, c'est des dispositions du Code civil, mais elles permettent d'utiliser l'outil de manière beaucoup plus souple. Ça permet de prévoir, par exemple, sa propre gouvernance et même d'innover parce que, dans le fond, on n'est pas pris, entre guillemets, avec les règles qui sont dans les lois relatives aux coopératives ou aux OBNL. La constitution, la création de la fiducie est relativement simple. Je vous l'ai dit, c'est un acte qui crée la fiducie. Évidemment, c'est pas parce que c'est simple la création que ce qui est à l'intérieur doit le rester. Donc, il faut vraiment porter une attention particulière à sa rédaction pour s'assurer, dans le fond, que les règles fonctionnent et que ça c'est conforme avec la mission et les valeurs qui sont véhiculées par les porteurs du projet. Aussi, c'est des biens qui n'appartiennent à personne. Je l'ai mentionné tantôt. Les fiduciaires puis les bénéficiaires, ils n'ont aucun droit de propriété sur les biens qui constituent la fiducie, encore moins le constituant, celui qui a déjà transféré son bien. Donc, ils appartiennent à personne, mais ils sont gérés par les fiduciaires. La mission est de nature collective. Donc, comme j'avais dit, comme il est écrit dans le Code, c'est d'intérêt général, donc notamment à caractère culturel, éducatif, philanthropique, etc. La vocation ne peut pas être de nature à favoriser l'intérêt exclusif d'une seule personne. Donc, ça crée une rupture du lien qu'on se fait normalement en tête d'une idée, un bien nous appartient. Là, il ne nous appartient plus, il est affecté à une vocation collective. La mission, elle est presque immuable. Donc, les règles applicables à la fiducie, comme je disais, c'est celles du Code civil, puis celles qui sont incluses dans son acte constitutif, mais aussi pour modifier l'acte et pour modifier la mission. Évidemment, dans la mesure où c'est prévu dans l'acte constitutif, mais pour pouvoir le modifier, ça peut être seulement par un tribunal. Donc, pour pouvoir être comme un OBNL, on peut modifier sa mission via ses membres qui pourraient faire une modification aux lettres patentes par simple, bon, évidemment, il y a une procédure de vote, tout ça, puis il faut l'envoyer au registraire des entreprises. Mais pour une fiducie d'utilité sociale, il faut aller voir un tribunal, ce qui est vraiment encore
plus difficile à modifier et le tribunal peut intervenir seulement dans certains cas, donc notamment que la fiducie a cessé de répondre à sa mission ou de nouvelles mesures lui permettraient de mieux respecter sa mission ou de favoriser son accomplissement. Donc, il y a un juge qui détermine en regardant l'esprit de l'acte en se disant, bien, les modifications qui sont demandées, est-ce que ça respecte l'intention des parties? Donc, c'est vraiment plus difficile à modifier. Enfin, il y a le caractère perpétuel d'un acte, d'une fiducie, c'est-à-dire on peut prévoir que la fiducie est perpétuelle. Elle peut être temporaire aussi, mais évidemment, dans le cadre de nos fins, on préfère qu'elle soit perpétuelle. Donc, son existence ne peut pas se terminer, sauf en cas de faillite ou d'intervention du tribunal, là, comme on a mentionné précédemment. Donc, le caractère immuable et son caractère perpétuel font en sorte qu'on peut maximiser la protection d'un bien. Au niveau de ses désavantages, bien évidemment, c'est encore un outil récent, puis ça n'a pas été beaucoup utilisé. Donc, c'est comme si ça avait été introduit dans le code, puis on s'était un peu limité à ça. Donc, il y a quelques petites anomalies dans l'écosystème juridique québécois parce qu'on va parler des fiducies, puis on va en parler de manière large, c'est-à-dire qu'on va et quand on va parler des fiducies, on va aussi inclure les fiducies privées. Puis on le sait, là, il y a toujours une connotation un petit peu différente, c'est-à-dire que les gens vont penser qu'on utilise une fiducie de manière générale pour des fins fiscales, etc., ce qui n'est pas du tout le cas là, pour une fiducie d'utilité sociale. C'est un véhicule juridique encore méconnu. Donc, ben, ça n'a pas vraiment été testé devant les tribunaux. C'est un avantage puis c'est un inconvénient. C'est-à-dire que si ça n'a pas été testé, évidemment, on ne connaît pas encore toutes ses limites, mais en même temps, si ça n'a pas été testé depuis le temps qu'on les utilise, ben, c'est peut-être bon signe aussi. Donc voilà. Ensuite, ben, on est dans le domaine de l'innovation, donc parce que c'est un outil encore récent. Les gens ne connaissent pas ça et ils ne connaissent pas encore beaucoup l'outil qui est la fiducie d'utilité sociale. Donc, puis les désavantages sont tous liés un avec l'autre, parce que quand les gens ne connaissent pas ça, ben, évidemment, ça peut faire peur. Quand ils voient qu'il y a une certaine flexibilité dans les outils ou dans les règles, ça peut aussi faire peur. Mais en même temps, pour citer François, il y en a qui ont peur d'avoir peur. Donc, il ne faut pas avoir peur de pouvoir utiliser cet outil-là. Puis évidemment, ça démontre la nécessité d'être bien entouré là, pour bien déterminer les règles quand on veut créer une fiducie. Puis le financement est encore un peu limité, même dans l'écosystème juridique, même dans l'écosystème, pardon, de l'économie sociale, parce qu'il y a certains programmes des fois qui vont mentionner quelles entités ou quels véhicules peuvent être utilisés, puis les fiducies sont pas toujours là. Donc évidemment, plus on va la faire connaître, ce qui est le but notamment de la rencontre d'aujourd'hui, ben, plus cette liste de désavantages va rétrécir. Donc, c'est la beauté de la chose. Les utilisations possibles que l'on peut faire, donc là, je vous ferai une petite liste, mais on va les passer un après l'autre. Donc, je vous donne des exemples, en fait. Vous voyez ici, il y a la fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière, dont la mission est de protéger les milieux naturels à haute valeur écologique de la région de la Naudière. Au niveau du patrimoine bâti, donc il y a la fiducie du patrimoine culturel des Augustines, qui, dans le fond, veut assurer pour toute la population la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine et à la mémoire de la mémoire des Augustines du Québec. Et son bénéficiaire, ben, c'est la population du Québec. C'est sa principale bénéficiaire. Au niveau des fiducies, de la protection du domaine agricole, donc on a les fiducies qui sont faites par Protecteur. Donc, Protecteur a comme mission d'assurer la préservation du patrimoine agricole biologique québécois au bénéfice des communautés de proximité. Donc, il favorise la création de fiducies d'utilité sociale agroécologiques, donc ce qu'on appelle les FUSA, en offrant des services d'accompagnement et de formation, etc.
En habitation, ben, c'est un projet en cours dont on va parler un petit peu plus tard, mais il y a évidemment l'écoquartier Louvain-Est, là, qui est un projet en cours de développement où il va y avoir toutes sortes de volets, dont habitation, un volet d'agriculture urbaine, il va y avoir une école, CPE, etc. C'est un projet mixte là, qui est situé dans le quartier antique à Montréal. Au niveau des autres utilisations, bien évidemment, c'est ça, sky's the limit. Et on va vous donner quelques exemples intéressants. J'en ai juste à mentionner, là, par exemple, la presse est une fiducie d'utilité sociale, la fiducie foncière Angus, la fiducie du domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant, etc. On va en aborder 3 en particulier avec François dans les prochaines minutes. Donc, j'enlève évidemment ma présentation. Je ne sais pas si vous aviez des questions jusqu'à maintenant. J'espère que ça a été Il y en clair. a une dans le chat. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité qu'un bien devienne une FUS et c'est commun, par exemple, qui appartient déjà à un collectif? Oui, OK, bien ça, oui. Non, non, il n'y a pas de contrainte sur qui donne ou qui transfère le ou les biens à la fiducie. Ça peut être un bien qui est déjà un bien considéré collectif et pour une raison ou une autre, on juge approprié de le transférer dans une autre structure juridique qui est la fiducie. Donc moi je dirais, là, merci Émilie là, pour ce résumé. Ce n'est pas évident de faire ça en 3 minutes, là, mais que les grands avantages réels de cette structure-là sont liés à la capacité d'assurer une pérennité, donc la possibilité de se lier au concept de perpétuité. Plus encore, la flexibilité. On a quelques articles au Code civil qui, grosso modo, nous disent « Organisez ça du mieux que vous pensez pour atteindre votre objet et réaliser votre mission. » Nous, on va vous protéger, il y a des choses qui ne pourront pas être faites, mais pour le reste, c'est la flexibilité et la capacité de dire on va bâtir enfin une gouvernance comme on l'a toujours souhaité, sans être tenu par les contraintes prévues à la loi, partie 3 de la loi sur les compagnies ou telle autre loi auquel on sait. Non, on peut convenir de la manière dont cette gouvernance-là devrait exister, y intégrer, innover, y intégrer des participations externes, etc. Là où le droit nous laisse sur notre appétit, par exemple, en vertu de la partie 3, il y a des options dans la structure de la fiducie. Je tenais quand même à dire, au-delà des aspects techniques, là, du délai de constitution, du niveau de complexité, retenez flexibilité, possibilité de faire de cette structure celle que vous auriez peut-être souhaité que le législateur vous offre dans d'autres occasions. Merci François. Évidemment, tu es clairement un meilleur prof que moi en termes de résumé et de sommaire de ces... mais j'apprends. Merci. Écoute, on va tout de suite entrer dans le partage d'expérience avec toi, donc dans les discussions. J'ai quelques questions. Donc, j'aimerais savoir tout d'abord, François, comment as-tu découvert les fiducies d'utilité sociale? Ben, comme tout le monde, j'avais lu les articles du Code au moment où ils ont été adoptés, mais bon, je n'étais pas dans cet esprit-là. Je te dirais que le premier réflexe lié au concept de fiducie est venu il y a 25 ans, quand un dénommé Christian Iaccarini est entré dans mon bureau en disant on veut empêcher CP de transformer la zone des anciennes shops Angus en Costco ou l'équivalent. Parce qu'on veut maintenir de l'habitabilité, on veut maintenir de l'employabilité. Excusez-moi, à l'époque, c'était vraiment la problématique, parce que suite à la fermeture des shops Angus, tout le quartier s'est dévitalisé, le taux de chômage est monté à 14-15 %, je ne me souviens pas. Puis il y a un mouvement populaire là, qui était dirigé par Christian qui a voulu faire obstacle à cette transformation, puis de tenter de revitaliser le secteur. Donc, on s'est retrouvé à mon bureau, il fallait négocier. C'était un grand bureau du centre-ville qui représentait Canadien Pacifique. On était nous aussi au centre-ville, donc ça nous donnait l'occasion de se
de se rencontrer à force égale. Et là, j'ai eu une réflexion pour la première fois. Je dis, bon, est-ce qu'il y aurait des structures juridiques qui seraient appropriées pour éviter que ça se reproduise? On ne pouvait pas empêcher ce qui s'était fait. Donc, la spéculation sur des terrains, à l'époque, je ne parlais pas de spéculation sur le résidentiel ou des terrains résidentiels, c'était vraiment sur des terrains industriels, terrains destinés à l'employabilité. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire qui nous permettrait d'éviter dans 40, 50, 70 ans ce qui vient d'arriver avec le Canadien Pacifique? Et là, c'est des lectures plus axées en droit américain qui m'a permis de voir que oui, il y aurait cette option d'une fiducie, un trust, comme ils l'appellent là-bas, même dans le domaine industriel, dans le domaine de l'employabilité. Malheureusement, on a laissé passer l'opportunité parce qu'à l'époque, on se rapporte 25 ans plus tôt, les gens ne connaissaient même pas le mot, là, fiducie d'utilité sociale, donc encore moins les partenaires banquiers, etc. Donc, très vite, on a dit non, on ne peut pas utiliser ce véhicule-là, mais on l'a gardé comme un projet. Puis on a trouvé d'autres façons d'atteindre nos objectifs à l'époque, de préserver le contrôle sur le terrain. C'est que tous les terrains qui ont été développés sur Angus, sauf l'immobilier résidentiel, l'ont été par convention d'amphithéose. Donc, l'OBNL Angus, à tout le moins, allait se retrouver dans 60, 70 ans, 75 ans, ça variait, en pleine possession ou en contrôle de ce terrain-là. On atteignait quand même nos objectifs. Donc, c'est de là qu'est venu les premiers balbutiements. Je me suis continuellement intéressé par la suite. 4, 5 ans ou 6 ans, je ne me souviens pas plus tard. Mais là, c'est là qu'on a créé la première, que j'ai été appelé à créer la première fiducie d'utilité sociale qui n'était pas du tout dans le domaine immobilier ou de protection d'espace. C'était la fiducie que vous connaissez tous, je présume, du chantier de l'économie sociale, qui est un fonds d'investissement destiné aux entreprises collectives, coop ou économie sociale, au BNL, etc. Et puis cette fois-là, on l'a constitué parce qu'on voulait s'éloigner, étonnamment, des structures trop traditionnelles rattachées au capitalisme traditionnel, comme les sociétés en commandite, les Inc., etc. Et puis là, c'était une nouveauté. Encore une fois, on innovait. Puis une des raisons pour laquelle j'avais proposé cette structure-là, c'est qu'il y avait beaucoup de partenaires impliqués dans la constitution de ce fonds-là. Et peut-être d'avis qu'on pouvait développer une gouvernance plus fluide, plus efficace, qui permettrait d'atteindre nos objectifs, tout en tenant compte des préoccupations de ceux qui investissaient dans ce fonds-là, les fonds de travailleurs, gouvernement du Québec, gouvernement fédéral. Donc, c'est un peu de là que est venu. Après, ça s'est multiplié dans d'autres projets. On va en parler un peu plus tard. Oui, c'est ça. Bien, merci. Puis, dans le fond, parlons justement de la fiducie du chantier de l'économie sociale, donc qui est la première que tu as créée. Donc, tu viens d'expliquer un peu comment c'est arrivé dans les discussions. C'était quoi un peu les obstacles, puis aussi, je dirais, les caractéristiques particulières là, de cette fiducie-là, évidemment, dans la mesure de ce que tu peux nous divulguer, là. Donc, le principal obstacle, Émilie, c'est que ça ne s'était jamais fait. Une fiducie d'utilité sociale pour gérer un fonds destiné à des entreprises d'économie sociale, des entreprises collectives et des coopératives. Donc, là, je n'avais pas de modèle, je ne pouvais pas me baser sur un modèle de fiducie de protection environnementale qui existait à l'époque. Donc, ça a été d'avoir le courage de développer un modèle innovant qui servait la cause des partenaires, là, les fonds de travailleurs, les gouvernements qui voulaient soutenir le développement d'une économie sociale forte. Donc, on a travaillé très fort pour bâtir la gouvernance, définir la mission de façon claire. On a créé des outils, des politiques d'investissement. La flexibilité nous permettait d'intégrer tout ça à l'acte de fiducie. Puis à l'époque, j'avais la chance, j'ai été accompagné par un collègue qui était professeur à la faculté de droit, puis qui disons, m'aidait à réfléchir et à bien risquer les textes qu'on allait proposer aux différents intervenants. Donc,
côté intellectuel, universitaire, j'en avais besoin. Le milieu était derrière ce projet-là. On voulait sortir des structures juridiques traditionnelles. Puis on était convaincus qu'on se donnerait pour l'avenir une flexibilité que les autres structures juridiques ne nous offraient pas. Ça semble bien fonctionner, en tout cas. Ça fonctionne très bien, puis il y a eu des rappels de financement, etc. Et puis, évidemment, tout ça a été testé avec le temps. C'est intéressant, ça fait plus de 15 ans, 20 ans. Donc, s'il y avait eu un enjeu fiscal, on le saurait. S'il y avait eu... Donc, ça permet, ça a tracé la voie pour d'autres projets dans d'autres domaines. Mais vous voyez qu'on passe là d'une activité de protection d'un site destiné à l'employabilité à un fonds pour soutenir des activités. Puis il y en a bien d'autres, là. Je ne sais pas si on peut dès maintenant en parler, mais je te laisse aller. Ben, écoute, merci. Évidemment, bon, il y a aussi la fiducie Angus, donc j'aimerais qu'on aborde donc la fiducie d'utilité sociale Angus. Évidemment, tu as donné un petit aperçu du début du projet Angus en tant que tel, mais ce que j'aimerais savoir, c'est plus comment, en bout de ligne, la fiducie est arrivée plus tard dans les discussions, puis encore une fois, c'était quoi les obstacles, les caractéristiques particulières, puis de quoi tu es particulièrement fier pour ce projet-là? C'est-à-dire que, n'oubliez pas que les fiduciaires, pas les fiduciaires, mais les administrateurs fondateurs du projet Angus à l'époque ont toujours gardé en tête que la structure d'une fiducie aurait été probablement la meilleure structure pour assurer la pérennité, le maintien de la vocation, protéger la mission. Donc, encore fallait-il qu'on ait la capacité de réaliser ce projet-là, qu'on n'avait jamais abandonné. Donc, en 99, je pense, il a été décidé qu'on allait donner là je dis un grand coup parce que c'est très, très symbolique de prendre un patrimoine de, je ne sais pas, 150 millions de dollars qui appartient à une OBNL, puis à un certain nombre de partenaires, et de dire, on donne le grand coup, on crée un patrimoine fiduciaire qui n'a pas de propriétaire, qui n'a qu'une mission une mission qui est inscrite à son acte et qui appartient à la communauté. Transférons ce patrimoine-là à cette fiducie-là, puis on vient de faire le gain là, de la perpétuité, de la pérennité, etc. Puis en plus, en transférant ces biens-là dans la fiducie, ça a créé un certain nombre dans le cas d'Angus, de liquidités qui ont permis de rembourser la totalité des montants qui avaient été avancés par les gouvernements. C'est quand même intéressant. Donc, on avait eu un coup de pouce de l'État, ça nous donnait le moyen de rembourser ce qui nous avait été donné, puis en plus, on venait protéger avec des nuances là, à perpétuité ce patrimoine-là. Donc, ça s'est fait pour ça, dans ce contexte-là, et ça fonctionne bien. Puis là, la fiducie Angus a des particularités. Là. On voulait, c'est là où je vous dis qu'on peut innover, qu'on peut avoir de la flexibilité. On ne voulait pas bousculer la question de la gouvernance future parce qu'on n'était peut-être pas prêt encore à établir de façon définitive cette gouvernance-là. On n'était pas prêt non plus à définir immédiatement le sens du mot bénéficiaire aux fins de cette fiducie-là, où est les droits, le pouvoir de cette communauté de bénéficiaires. On a donc dit, on se donne un délai de quelques années, peu importe, pour créer des comités qui vont faire des recommandations fiduciaires initiaux quant à cette question de la gouvernance pérenne, quant à cette question des bénéficiaires et d'autres questions de genre. Et là, ça vient d'être fait. Il y a une gouvernance pérenne qui a été, il y a une charte des talents, de compétences, il y a des principes qui ont été adoptés, il y a des règles de transparence qui ont été mises en place, etc., etc. Donc, c'était encore une fois une démonstration que la flexibilité de ces 7 ou 8 articles du Code nous donnait pour créer un produit qui nous ressemblait, qui ressemblait à ceux aux 13 fiduciaires qui sont tous, soit dit en passant, bénévoles, qui portent ce projet-là, tout en essayant aussi de se projeter dans l'avenir, ce qui n'est pas toujours simple. Ouais, effectivement. Puis, si on parlait peut-être d'un autre projet sur lequel tu as travaillé, donc la fiducie des archives religieuses du Grand Montréal, peut-être juste expliquer un peu c'était quoi c'est un autre enjeu. Quoi tout ça? Hein? C'est un autre enjeu. Les congrégations religieuses sont en voie de disparition, on le sait.
En principe, il n'y en aura plus d'ici quelques années. Et les responsables de ces congrégations-là en sont tout à fait conscients. Donc, et ils sont quand même propriétaires d'archives importantes rattachées à l'histoire du Québec. Ils sont propriétaires d'artefacts, de certains objets qui menaçaient de disparaître avec la disparition de ces congrégations-là. Donc, ils sont venus nous consulter en disant est-ce qu'il y aurait une structure appropriée pour assurer une forme de protection à ces archives-là et surtout en permettre une forme de diffusion, d'accessibilité pour la recherche, etc. Et on a choisi le modèle. En fait, dans ce cas-là, il y a un double modèle. Il y a une OBNL de gestion des archives, mais les archives ont été transférées à une fiducie d'utilité sociale, à perpétuité, avec pour objet d'en assurer la protection, la diffusion, etc. Donc, les communautés ont contribué évidemment, en cédant c'est gratuit, ces archives-là. Ils ont aussi investi des montants pour permettre la constitution, la création d'un centre d'archives qui va être construit. Il y a du Angus un peu là-dedans par amphithéose. L'idée étant qu'en bout de piste, tout ça revienne à la fiducie. Puis, bon, et là aussi, on a des enjeux de gouvernance. Là, il y avait des questions, évidemment, de propriété et de gestion par des religieux, mais on s'en va vers forcément un conseil des fiduciaires laïques. Il a fallu établir toutes sortes de règles de transition, etc. Encore une fois, très flexible. Ça a permis de répondre à toutes nos préoccupations et c'est en voie de se réaliser. C'est en cours de réalisation. Super. Émilie, Merci. peut-être attirer ton attention. On a quelques participants qui ont des questions dans le chat. Oui, ben en fait, j'avais peut-être une dernière question, puis là, C'est on toi le se boss, lance. mais je veux juste m'assurer que Oui, que tu oui, les avais oui, vus. oui, Parfait. oui, parfait. Écoute, François, à la lumière de tout ça, qu'est-ce que tu aurais à conseiller aux porteurs de projets là, qui sont présents aujourd'hui, puis qui envisagent une fiducie pour leur projet? C'est quoi, selon toi, les principaux facteurs de réussite? Je vous dirais avant tout là, que ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin. Ce n'est pas parce qu'on crée une fiducie que l'argent apparaît, que les adhérents adhèrent, que la vie se transforme. C'est une structure qui est appropriée pour un certain nombre de projets et non pas tous les projets. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de miracle rattaché à ça. Par contre, je pense que c'est un outil merveilleux pour qui veut investir dans un bien qui est collectif, qui est commun, qui est destiné à soutenir un monde meilleur, je vous dirais, au sens très large du mot et non pas au sens religieux du mot. Il y a tout dans cette structure-là pour se donner les moyens d'avancer peut-être un peu plus rapidement, dans certains cas et non pas dans tous les cas. Donc, on a donné des exemples un peu éparpillés de fonds d'investissement, protection de l'employabilité, d'un patrimoine, industriel ou de bureau. On a parlé évidemment de protection, ça, il y en a beaucoup, de protection environnementale, soutien à l'agriculture. Une fiducie qui vient d'être créée là, entre l'Union des producteurs agricoles et la Caisse de dépôt, la filiale de la Caisse de dépôt qui est responsable de la construction du REM. Ça, c'est venu d'un besoin qui est de dire, écoutez, vous allez bâtir des stations de train en plein cœur de terres agricoles, notamment sur la rive sud, là, à Brossard. Il faut protéger la vocation d'une partie de ces terres-là. Puis il y a une fiducie qui a été créée, la Caisse de dépôt investit dans tout ça. Ça va permettre le maintien d'activités agricoles en périphérie de ce secteur-là. Vous pouvez imaginer qu'autrement, ce serait des constructions de condos, d'immeubles, etc. Donc, il y a aussi je travaille sur un projet que moi m'allume beaucoup, d'un entrepreneur privé, mais à vocation sociale, qui veut transférer une partie des actions de contrôle de sa compagnie. Là, je n'entrerai pas dans les détails de devoir de confidentialité, pour que cette société s'inscrive toujours dans sa vocation sociale, parce qu'elle a une vocation sociale, un. Deux, qu'elle demeure québécoise, donc en transférant des actions de contrôle à un patrimoine qu'il ne contrôlera plus, lui.
mais qui va être confié à une série de fiduciaires. Donc, vous voyez que même dans un autre contexte, là, qui est celui de protéger la vocation même d'une entreprise à caractère privé, la fiducie peut être un modèle d'accueil intéressant. On le voit aussi beaucoup en matière de protection de données culturelles. Là. Vous pouvez transférer des droits d'auteur, des données personnelles à travers une fiducie, encore une fois, qui n'a pas de propriétaire, qui n'est géré que par sa mission, et où les fiduciaires, ça c'est très important, n'ont qu'un seul mandat, la mission. Pas les membres de l'OBNL, pas les actionnaires d'une corporation, pas les membres de la coopérative, la mission. Merci François. On va prendre les questions qu'il y a dans le chat. Donc, on dit, je serais curieux de connaître des exemples de FUS créés ou co-créés par des municipalités, par exemple, préserver des milieux naturels. Pour une municipalité, quels avantages y aurait-il à passer par ce véhicule juridique? Bon, peut-être juste vous dire que l'équivalent est très, très, très fréquent aux États-Unis. Donc, par exemple, une municipalité qui va décider que certains immeubles qui ont été récupérés pour non-paiement de Question taxes. du mandat durant une présentation pour te donner un peu de contexte. Monsieur Mathieu, si c'était possible Pardon. d'éteindre votre micro. Merci. Et ici, bon, il y a l'exemple de la fiducie du Domaine Saint-Bernard? Domaine Saint-Bernard au Mont-Tremblant, qui a été créé pour permettre le transfert. D'ailleurs, il y a quelque chose d'un peu cocasse dans tout ça, c'était à la veille des fusions municipales, la municipalité du village de Mont-Tremblant souhaitait réaliser un projet de protection d'une montagne là, dans ce coin-là. Puis il y avait une pression très forte des entrepreneurs, d'autres entrepreneurs disant non, il faut développer des projets. Et la fusion avec Mont-Tremblant allait vraisemblablement donner plus de chance aux entrepreneurs qu'il pouvait y en avoir avec l'ancienne municipalité. Ils ont décidé de transférer, avant la fusion, la montagne en question ou l'espace naturel en question à une fiducie, ce qui fait que la fusion n'a pas pu absorber ce projet-là. Ça a été contesté. Ils ont dû faire un projet de loi qui est venu valider le transfert, mais ça vous donne quand même un exemple du potentiel de cette structure-là. Depuis, il y a eu certains projets avec des municipalités. Nous, on a donné un avis à l'effet que les municipalités ont le pouvoir de créer ce type de structure-là. Il y en a qui pensaient le contraire, mais je pense qu'aujourd'hui, les obstacles se sont dissipés. Il y a un projet qu'on travaille notamment avec la Ville de Montréal. Là, je ne vous dis pas que tous les aspects juridiques ont été réglés. Il y a eu un projet aussi à Rigaud. C'est fait avec une municipalité régionale de comté. Il y a eu création d'une fiducie, puis il n'y a personne qui a contesté la légalité de tout ça. Puis il y a beaucoup de projets en cours. Je peux vous le dire, on est consulté régulièrement par les municipalités qui souhaitent analyser cette option-là. Pourquoi? Parce que le transfert à un bien qui est un peu un commun ou à une structure qui n'est pas capitalistique, qui n'appartient pas des individus, c'est comme transférer un bien que la municipalité a pour devoir de protéger à une autre organisation qui a exactement la même mission, protéger, non pas approprier, non pas s'approprier. Et qui Donc, ne peut oui, pas moi, être je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire avec les municipalités. C'est une façon de revoir la gestion d'un bien qu'on veut collectif. Là. Puis, la fiducie va donner à la municipalité des garanties que d'autres structures ne peuvent pas donner. Puis ça peut aussi mettre à l'abri un bien, disons, des changements de parti au pouvoir. Ouais. Je ne m'embarque pas sur ce terrain. Oui, tout à fait. Ouais. C'est bon. J'en ai une autre. C'est un petit peu long, mais je vais la lire. Donc, ça dit « Je rêve de fiducie foncière régionale qui couvre le Québec, dont la mission fusionnerait la conservation, le milieu rural et l'urbain, en particulier pour l'habitation et son abordabilité à long terme. » Donc, on fait référence au Land Trust, le Community Land Trust. Cette mission serait stratégiquement conquérante du foncier pour assurer une gestion plus collective de l'habitat dans la multidimensionnalité socio-écologique.
ou 100, mais en tout cas, se sortir progressivement de l'échange privé et marchand du foncier qui participe de l'étalement du bâti et de l'artificialisation des milieux. Cette mission complexe vous semble-t-elle censée, opérationnalisable, qui, à mon avis, serait plus à même de dépasser et remplacer les MRC? Évidemment, Ouais. Je ne sais pas. Moi, je pense que chaque organisation actuelle a son rôle, sa fonction, sa mission. Les MRC, les municipalités sont régies par des textes de loi qui sont inscrits dans l'idée d'un bien qui appartient à l'État, là, ou qui est géré par l'État, où je pense qu'il peut y avoir un partenariat avec des fiduciaires. Est-ce que les fiduciaires pourraient éventuellement remplacer ces structures-là? Dans l'abstrait, oui. Les modèles de détention ou au fil des siècles ont été transformés là, de propriété. Pourquoi pas? Mais disons que c'est pas un projet à court terme, mais c'est absolument pas inconcevable. Moi, je commencerais par dire, est-ce qu'il peut y avoir des partenariats entre des personnes morales de droit public comme les municipalités et cette nouvelle structure qui est une structure sans un propriétaire? Ce serait déjà un bon début. Est-ce qu'un jour, un remplacera l'autre? Parfait. Merci, François. Ensuite, on dit, je voyais dans les inconvénients les défis de financement, c'est-à-dire que l'on se prive de certains financements, par exemple dans le cas de construction de logements sociaux. Non. Défis de financement, notamment, puis ça s'estompe, notamment parce que c'est une structure juridique un peu méconnue des prêteurs traditionnels en partant. Donc, vous savez qu'un prêteur, c'est un peu nerveux s'il se retrouve avec des garanties qui ne sont pas standardisées ou si le patrimoine s'en met crée des doutes sur la possibilité de ceci ou cela. Donc, c'est cette insécurité-là qui a pu retarder, si vous voulez, le développement de fiducies qui requérait évidemment des financements importants. Ce pas toutes les fiducies qui ont besoin d'aller emprunter 15 millions. Là. Mais ça s'estompe. Nous, on a donné beaucoup d'avis à différents groupes là, qui voulaient être réconfortés sur le fait que oui, les garanties sont les mêmes, il n'y a pas de difficulté. Évidemment, si vous dites, parce que ce n'est pas toujours le cas, là, si vous rendez totalement inaliénable un bien transféré à une fiducie, ça va aller jusqu'à même empêcher d'hypothéquer les biens. Mais là, c'est sûr que vous avez un enjeu de financement. Si vous ne pouvez pas l'hypothéquer, vous venez de vous priver d'une source de financement. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des fiducies. Il y a des fiducies qui permettent que les biens soient hypothéqués pour un certain temps, d'autres qui prévoient que le niveau d'hypothèque devra être réduit à un niveau de risque acceptable au terme d'un certain nombre d'années. Par exemple, de dire que d'ici 15 ans, on peut hypothéquer, mais pas plus que 30 de la valeur du bien. Mais vous le protégez, le bien, puis vous ne vous privez pas d'une source de financement, à tout le moins jusqu'à concurrence de 30 de sa valeur. Puis ce que je comprends aussi, François, c'est que dans le fond, une fiducie, on donne l'exemple de construction de logements sociaux, rien qui empêche la fiducie de détenir une entité qui, elle, ferait construire des logements sociaux. Puis à ce moment-là, là, je pense que ça serait délicat d'entrer dans les structures de gestion de risque ici, là, sans ne pas vous perdre. Là, puis on a surtout qu'on n'a pas de temps. Mais effectivement, la prudence va toujours être la même. Comme avocat, on va dire, oui, on va créer la fiducie, mais on va peut-être créer des satellites d'OBNL autour pour gérer des risques. Si on veut la perpétuité, bien, il ne faut peut-être pas trop mettre à risque ce qui a été transféré dans la fiducie, puis de demander à des organisations de type OBNL d'assumer, elles, des risques particuliers lors de la construction, lors de la gestion d'un bien. Et c'est ça. Parfait, merci. On dit aussi, le bien transféré par le constituant est-il compensé financièrement? Quels sont les cas types? Donc, je vous disais le cas Angus, les actifs qui ont été transférés dans la fiducie a dû les payer. Hein? Donc, elle est désormais propriétaire, mais elle a payé ce qu'elle devait payer, donc la valeur. Il y a beaucoup de fiducies, surtout environnementales, par exemple, qui sont créées à titre gratuit. Il y a beaucoup de fiducies qui sont créées dans le cadre de testament. donc c'est un don. Là, c'est un don. Mais ce n'est pas forcément un don. Puis on s'entend surtout dans les fiducies foncières
immobilières là, plus classiques, là, puis celles qui sont en train de se développer pour le logement notamment, bien, il va y avoir forcément un prix. Là. Les gens ne transfèrent pas des immeubles à titre gratuit. C'est un outil d'accueil d'une valeur X là, qui peut être transférée à sa juste valeur, mais qui, une fois transférée, va être traité différemment, va être sorti, si vous voulez, de la spéculation classique qu'on retrouve dans les processus de transfert de propriété ou de richesse ou de patrimoine. Parfait. Je m'excuse, il y en a une que j'ai manquée avant. On dit, quelle nuance faites-vous entre les fiducies d'utilité sociale et les fiducies foncières communautaires? J'en fais pas. C'est des mots fiducie foncière communautaire dans le sens de Community Land Trust. C'est un concept américain qui vise essentiellement des unités de logement où on essaie de faire obstacle à la spéculation pour maintenir des prix, l'abordabilité, etc. Mais ça demeure, si on l'appliquait au Québec, une fiducie d'utilité sociale. Il y a pas, c'est des expressions, comme si vous me demandiez c'est quoi la différence entre une fondation et une fiducie. Il peut y en avoir, il peut ne pas y en avoir. C'est conceptuel. La fondation, généralement, elle est plus là avec une dotation pour faire profiter un rendement puis de le redistribuer, etc. Mais c'est plus des expressions. Ça ne change pas le fondement juridique. Si vous faites un communauté land trust au Québec, en principe, vous allez faire une fiducie d'utilité sociale. Parfait, merci. On demande aussi, qu'est-ce qu'il y en est des subventions? Donc, j'imagine l'accès aux fiducies aux subventions. Il y a un enjeu qui est, selon moi, d'ici quelques années, va être complètement éliminé. C'est que la fiducie d'utilité sociale, elle est apparue et elle a pris un peu de popularité que récemment. Donc, il y a tout un environnement juridique, un écosystème juridique au Québec, au Canada, qui prévoit soutenir des entreprises qui sont à but non lucratif. Et on a comme oublié la fiducie d'utilité sociale parce que elle n'était pas vraiment utilisée. Donc, vous avez des textes de loi qui vont dispenser, par exemple, de taxes foncières, une personne morale à but non lucratif qui rencontre telle ou telle condition. La fiducie n'est pas une personne morale. Donc, ils n'ont pas accès à ce bénéfice-là. Maintenant, il est clair pour moi que le législateur, voyant la popularité de la structure, puis sa pertinence surtout, va faire des ajustements au fil des années. Il y a des enjeux fiscaux parce que la fiducie d'utilité sociale n'est pas distinguée au niveau des lois, de la législation fiscale, puis bon, il y a des dispositions présumées dans 21 ans. On travaille sur ces irritants-là en pensant, en étant assez convaincu que sur quelques années, le législateur va ajuster ou faire les ajustements appropriés pour éliminer ces. Un autre exemple, les fonds de travailleurs ne peuvent pas, en principe, investir dans une fiducie en vertu de leur loi constitutive. Je viens de vous dire qu'ils sont les deux principaux partenaires de la fiducie du chantier de l'économie sociale. Vous allez me dire comment? Ils peuvent ou ils ne peuvent pas? Bien, ils ont dû obtenir un décret. Ils ont dû demander à Québec un décret leur permettant de faire cette. Ça aussi, ça risque d'être modifié au fil du temps. Il y a peut-être des programmes, comme tu le disais, Émilie, de subventions qui ne visent que les OBNL qu'on définit comme étant, par exemple, une partie 3 ou, par exemple, une coopérative. Donc, on exclut de facto, en n'en parlant pas, la fiducie d'utilité sociale. Je pense que ça va être au fil des ans modifié. Entre-temps, on s'amuse comme juriste de dire si je sais qu'il y a un soutien financier qui ne vise que l'OBNL, ne m'empêche pas de créer ma fiducie. Je vais créer mon OBNL qui vont être liés l'un et l'autre, qui profiteront chacun de ce qu'ils peuvent profiter. Bon, mais l'idéal serait qu'il y ait une espèce de cohérence de l'écosystème juridique. Je pense que ça s'en vient. Je comprends. Merci. On dit, parmi les avantages de la FUS figure la relative simplicité de sa création. Pourtant, le commentaire qui me revient souvent des gens qui ont mis sur pied une FUS ou envisagé de le faire, c'est sa lourdeur bureaucratique et le fait que sa création est onéreuse par rapport à un OBNL qui peut être simplement inscrit au registraire des entreprises. Comment pourriez-vous expliquer cela? Je ne sais pas pourquoi on pense que c'est très coûteux, compliqué. Ce qui est faire l'acte de fiducie lui-même, c'est un papier varié, là, maintenant, une vingtaine de pages. Ce qui est compliqué, c'est de réfléchir la mission,
les outils qu'on veut mettre en place pour en assurer la pérennité, les modalités d'une gouvernance qui veut se projeter sur des siècles, ça, c'est compliqué. Il faut réfléchir, il faut travailler, il ne faut pas se barrer, il ne faut pas dire on ne pourra plus jamais rien faire parce que le futur, il faut qu'il y ait une certaine flexibilité. Donc, à l'heure actuelle, il y a un niveau de complexité qui est basé sur la réflexion, sur le modèle qu'on veut mettre en place. Mais la rédaction d'un acte de fiducie, si vous mettez de côté toute cette réflexion-là, c'est relativement simple, c'est pas forcément coûteux, là. Mais encore là, l'exercice de réflexion autour de tout ça, c'est ce qui est le plus passionnant, puis ce qui est le plus utile, puis ce qui est le plus pertinent. Mais après, de faire le papier, c'est pas plus compliqué, une fois qu'on a fait ça, que d'incorporer une partie 3. C'est même moins coûteux au niveau des frais. Il n'y a pas de frais gouvernementaux. Merci. On dit dans les fiducies de données, qui est le constituant? L'usager qui, par une action, génère une donnée ou l'organisation qui collecte ces données? Ça va varier. Écoutez, il y a autant de fiducies de données qu'il y a de projets, mais ça peut être effectivement, le constituant peut être une organisation qui est chargée de collecter des données. Ça peut être le propriétaire d'un certain nombre de données. Je présume que si Québec faisait une fiducie de données pour les renseignements médicaux, là, ça se parlait, ben, ce serait le gouvernement qui en serait le constituant. Ça va varier, là. Puis surtout dans les fiducies de données, là, ça ratisse très large. Oui, parfait. Une petite question, n'étant pas une personne morale, elle ne peut pas avoir de numéro de charité. Ben, évidemment, elle peut en avoir un. Oui, c'est inexact. Là. Fiducie peut avoir un numéro de charité. Il n'y a pas d'exigence que ce soit une personne morale. Oui, c'était une question, ce n'était pas quelqu'un qui affirmait quelque chose. Okay. Non, il n'y a pas de souci. Non, il y a plusieurs fiducies qui sont également des organismes de charité. Ouais. On nous demande si les autres provinces au Canada ont un véhicule juridique similaire. Oui, le Trust, Charity Trust, toutes sortes de trucs, le Land Community Trust dont on parlait. L'ajustement a été fait au Québec pour que cette structure qui existait, là, je veux dire, le Code civil n'a pas inventé le concept de fiducie, soit intégré dans un régime de droit civil. Donc, on a voulu l'extraire de la tradition de common law qui n'est pas applicable, ne devrait pas être appliquée à une structure comme celle de la fiducie, d'où l'adoption de cette règle. Mais il y avait des fiducies de common law, entre guillemets, avant au Québec. Il y en a beaucoup ailleurs qu'au Québec, aux États-Unis, dans les autres provinces, etc., qui répondent sensiblement, pas au niveau conceptuel, mais au niveau de la mécanique, correspondent sensiblement à ce qu'on fait ici avec la fiducie d'utilité sociale. Maître Thérien, Merci. simplement, Ouais, il est 13 heures. Je veux savoir, est-ce que Maître Thérien, Maître Ferland, vous êtes disposés à poursuivre cette discussion-là? Est-ce que vous avez encore un petit peu de temps devant vous? C'est quoi votre prochain stop, là? Moi, je croyais qu'on avait jusqu'à 13h30, donc. Parfait, 13h30. Ben, je pense qu'il reste 2-3 questions, là, donc okay. c'est ça. Là. Je nommais juste, c'est pour ceux qui avaient un stop à 13h. Ouais, merci. Oui. Pour les autres, je propose de poursuivre cet échange-là. Le Zoom est à votre disposition, là, donc je te repasse la parole. Moi, ça me fait plaisir. Génial. Parfait. Ben, écoute, il y en avait une. Donc, on me disait, nous travaillons sur un projet d'hébergement pour les employés des entreprises situées sur le territoire d'une MRC, compte tenu de la difficulté d'hébergement pour les nouveaux employés sur le territoire. Nous comptons créer une fiducie, une coop pour la gestion. Est-ce nécessaire d'avoir une autre organisation, coop ou autre, pour gérer le projet au sein de la fiducie? C'est un cas particulier dont je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, là, mais je peux imaginer que la protection de l'espace d'habitation pourrait possiblement être assumée par une fiducie, puis la vie collective par une autre organisation, donc que ce soit une coopérative ou une OBNL. Ça, pour moi, ça va un peu de soi. Là, je ne pense pas soit approprié qu'une fiducie de protection d'usage soit nécessairement celle qui va assumer l'animation, si vous voulez, ou la vie communautaire de cet espace-là. Donc, il pourrait y avoir deux structures. Ouais.
Parfait. Une autre, y aurait-il des avantages à construire des logements sociaux via une autre forme juridique comme OBNL ou entreprise d'économie sociale, puis dans un deuxième temps, les transférer dans une fiducie dans un but de simplifier l'accès notamment à des financements? Ben, je vous dirais qu'il y a déjà des projets en cours qui prévoient qu'une fiducie va s'inscrire dans la mission de développement de logements abordables, en tout cas ceux que je connais là, comme projet d'abordabilité ou de logement communautaire. Donc oui, c'est un véhicule qui pourrait être tout à fait approprié dans la mesure où ces projets-là se développent dans une vision d'intérêt commun et non pas une de profitabilité, là. Donc, oui, puis je vous dis qu'il y a des projets en cours présentement. Puis là, dans le fond, Si jamais un projet comme Louvain se réalisait, ce serait un bel exemple là, d'une fiducie qui veut développer du logement social, communautaire, abordable, agriculture urbaine, etc. puis là, mais la question parlait surtout de développer, par exemple, avec un OBNL ou une coop, puis après le transférer dans une fiducie. Oui, mais l'ordre de transfert dans le temps du bien importe peu. Je vous donnais l'exemple d'Angus, ça s'est fait 25 ans plus tard. D'autres projets, ça se fait à l'entrée, qui va être le cas de la Caisse de dépôt avec l'Union des producteurs agricoles, parce que c'est possible, c'est là que ça devrait se faire. Bon, encore une fois, là, c'est plus une question d'ingénierie un peu juridique. Est-ce qu'on devrait le faire au départ, après? Le financement, est-ce que c'est plus facile de le financer à travers une coopérative ou une OBNL et par la suite de le transférer? Je ne pense pas qu'il y ait d'enjeu. Il y a pas, en tout cas, il n'y a pas d'enjeu juridique à proprement parler. Là. Ça va être plus une stratégie de développement ou de financement qui va justifier le fait qu'on y va au départ ou à la fin. Parfait. Merci. Je pense qu'il y en a une dernière. On dit, les règles de gouvernance d'une FUS pourront-elles changer dans le temps une fois celle-ci créée? Ça, c'est l'enjeu. On a tellement réfléchi là-dessus. Quelle marge de manœuvre on devrait être capable de donner à un conseil des fiduciaires pour se projeter dans le temps et tenir compte des nouvelles réalités? Si je disais, écoutez, il va être toujours impossible d'accueillir tel type de représentant dans la fiducie, peut-être que je suis en train de me créer une contrainte inutile qui va me forcer un jour à aller voir le tribunal pour dire, Monsieur Jules, regardez, ce n'est plus possible de fonctionner comme ça. Autorisez-nous à modifier tout ça. Donc, la réflexion, c'est d'essayer de donner au Conseil des fiduciaires la plus grande flexibilité possible, tout en s'assurant qu'il n'y a pas d'appropriation, si vous voulez, par ces fiduciaires-là, des biens ou qu'il n'y a pas de travers de mission qui risque de se... Puis là, il y a toutes sortes d'outils. Dans un cas, peut-être qu'on se trompe, mais dans un cas, on a inscrit que les mandats successifs des fiduciaires ne peuvent pas dépasser 6 ans. Bon, notre raisonnement, c'est de dire, si tout le monde reste là, ils peuvent s'auto-convaincre on ne sait trop pas quoi. Et alors que si on rajoute continuellement des gens qui s'inscrivent dans une mission, ben ça va nous permettre d'aller plus loin. En même temps, on s'est dit, ce serait vraiment inapproprié d'être obligé de se défaire d'un candidat ou une candidate fiduciaire après 6 ans, si cette personne-là, elle est essentielle. On a créé une exception. On innove, là. On a dit, oui, cette personne-là pourra être renouvelée si l'unanimité des membres le souhaite. Bon, on se donne une forme de flexibilité. Mais bon, n'oubliez pas, là, dans le temps, même chose pour la mission, vous dites, je ne peux pas vendre un espace. Est-ce que ça ne serait pas approprié de dire qu'il y a des circonstances où vous pourriez vous défaire en tout ou en partie d'un bien que vous avez décidé de protéger? Je vous donne un exemple. Peut-être, je ne vous dis pas que c'est ça qui va arriver. Vous avez une fiducie du type celle de la Caisse de dépôt, il y a des terrains. Ces terrains-là, un jour, le centre-ville est rendu à Brossard de Montréal, prennent des valeurs inouïes. Est-ce que ça ne pourrait pas être approprié de permettre une disposition partielle pour aller faire mieux ailleurs? Ben, il y a des fiducies qui ont des biens dits inaliénables et d'autres aliénables. Ils se gardent une marge de manœuvre.
Donc, encore une fois, c'est de s'asseoir avec les rêveurs derrière ces projets-là, de les accompagner là, sur la flexibilité des modèles de gouvernance et la capacité de modifier certaines règles du jeu dans la fiducie. Parfait. Là, je pense que c'était un commentaire plus. Là, on dit de connaissance, les bâtiments appartenant aux OBNL doivent être vendus ou transférés à d'autres OBNL depuis la nouvelle législation des derniers mois. Donc, voilà, on fait référence aussi au document du TIES. Là, c'est vrai, c'est intéressant. Ça, il y a deux guides qui ont été faits par le TIES. Donc, si vous allez sur leur site web, là, puis que vous faites Google TIES fiducie d'utilité sociale, là, c'est vraiment intéressant. C'est bien fait, c'est vulgarisé. On a eu l'occasion de collaborer avec le TIES, puis j'en suis bien fier. Là. Un très beau travail, puis ça donne une belle entrée. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit, hein. Encore, il y en aura de plus en plus, je présume, là, mais la popularité de cette structure-là est quand même relativement récente. Là. Elle n'a pas été appropriée non plus par la doctrine ou les universités, etc. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Parfait. J'en vois une dernière, là, disons qu'après, on coupera ça, mais ça dit, existe-t-il un outil pour nous aider à faire le choix de la meilleure forme juridique pour un projet spécifique? Il n'existe pas de logiciel Si ça existait, on l'aurait, comme on dit. Par contre, oui, il y a beaucoup de tableaux comparatifs, avantages, désavantages au BNL provincial, au BNL fédéral, coopérative, fiducie, donc, là, qui peuvent nous aider. Mais encore une fois, c'est de s'asseoir, réfléchir, regarder les objectifs qu'on a. Est-ce que ça va varier, hein? Il y a bien des cas, moi, où la fiducie m'apparaît totalement inappropriée. Ce n'est pas le bon modèle. C'est pas ça. Encore une fois, il faut être capable d'accompagner les promoteurs, là, puis les guider. Mais oui, on pourrait même rendre ça disponible. Je sais qu'il y en a qui ont publié des trucs comparatifs entre les différentes structures. Super. Bon, ben, Julie Dutiès mentionne que d'autres guides sont à venir. Donc, oui, Julie, oui. Je salue que je ne vois pas, mais tu fais un excellent travail. Parfait, super. Ben, écoute, David, je te repasse le flambeau. On vous remercie beaucoup là, pour vos questions. Merci, Maître Terrien. Merci, Maître Ferland. C'était fantastique. C'était fascinant. Cet enregistrement-là va être, comme je disais, disponible dans la vidéothèque des Forces fraîches. J'ai mis le site dans le chat. Et donc, pour plus de programmation, rejoignez sur le groupe Facebook ou le groupe LinkedIn ou l'infolette. Puis, Maître Ferland, Maître Terrien, si on veut vous rejoindre, est-ce que vous laissez vos coordonnées dans le chat ou me les envoyer après, puis on va envoyer un petit sondage de fin et je donnerai vos coordonnées disponibles si vous voulez ou toute information que vous voulez partager. Ben, je les écris à l'instant, puis on le fera aussi dans le sondage avec plaisir. C'est génial, ça. Ben, merci énormément à tous d'avoir pris le temps de passer le midi avec nous. Puis j'espère que oui, M. Ferland. Moi, je veux vous remercier parce que vous êtes les acteurs de changements importants. Vous êtes en train de bâtir quelque chose de fort, de puissant. Puis votre curiosité à l'égard des structures, moi, me fascine. Je trouve ça très stimulant. Puis bravo à vous. Vraiment, je seconde. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être curieux ce midi. Puis au plaisir de vous revoir bientôt lors d'une prochaine clinique, atelier ou activité. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.